Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres. Le greffier de la Cour pénale internationale inquiet de l'image qu'une certaine opinion a de la CPI. Herman von Hebel précise que la CPI est une organisation judiciaire et non politique. Les relations entre la Cour pénale internationale et la RDC sont au beau fixe, a donc souligné le greffier lors de la conférence de presse qui clôturait son séjour de 2 jours dans la capitale congolaise. À la une également, des ex-magistrats ayant souscrit à travers leur syndicat pour acquérir des Jeep Landmark de la société Congo Motors reviennent à la charge et demandent à se faire rembourser. 36 des ex-magistrats non bénéficiaires de cette opération ont obtenu un jugement condamnant Congo Motors à les rembourser. Un triomphe modeste car 3 ans après, le jugement souffre encore de son exécution à cause de beaucoup d'interférences, disent-ils. Le journal judiciaire, c'est non seulement une série d'affaires traitées dans les tribunaux de Kinshasa, des dossiers d'abus de confiance, de détournement et encore et toujours des conflits parcellaires qui n'en finissent pas, mais aussi la tranche des débats sans tabou avec l'invité du jour, Tamba Tsana Albert, greffier en chef. Il s'exprime sur le travail abattu dans les greffes d'exécution, mais aussi sur les causes de la non-exécution de certains jugements. Voilà tout pour le sommaire. D'abord, cette information, le barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete et celui près la cour d'appel de Kinshasa Gombe organisent du 10 au 12 juillet prochain 3 journées scientifiques. Les avocats de la RDC veulent faire une mise au point sur l'exercice de leur profession, mais aussi sur l'impact de la nouvelle loi sur le barreau en étude au niveau de l'Assemblée nationale. Plusieurs thèmes seront développés pendant ces journées de mise en question, notamment l'impact de l'adhésion de la République démocratique du Congo au droit au WADA. Je vous le disais dans les titres, le greffier de la Cour pénale internationale était en visite à Kinshasa depuis le mardi dernier. Herman van Hebel a fait savoir au cours de la conférence de presse qu'il a tenu à l'hôtel du Fleuve que la CPI est une organisation judiciaire et non politique. Les procédures qui y sont appliquées ne diffèrent pas de celles des juridictions ordinaires. Compte rendu, Freddy Mansois, Thérèse Massengo et Freddy Kamwena. Herman van Hebel, greffier à la Cour pénale internationale, élu le 8 mars 2013, il a prêté serment le 18 avril 2013. Pour son mandat, Van Hebel s'est donné une mission: faire le tour des pays membres de la Cour pénale internationale. Il commence sa visite en République démocratique du Congo dans le but d'échanger avec les autorités et les organes qui œuvrent dans le domaine de la justice. Au cours de sa conférence de presse, le greffier à la CPI a soulevé la problématique de nationalité des inculpés à la Cour pénale internationale. Herman van Hebel démontre qu'à la Cour pénale internationale, les procédures sont les mêmes, le droit de la défense est aussi garanti, mais le problème de nationalité relève de la compétence du procureur et du juge qui ont la décision finale sur la question de nationalité. La question de nationalité n'est pas si important pour le CPI. Par exemple, quand il y a une accusée avec une nationalité congolaise, mais cette personne habite dans un autre pays qui est un membre de notre statut, par exemple en Tanzanie ou notre pays. Du moment que c'est clair qu'une personne habite dans un autre pays, c'est aussi pour ce pays une obligation de coopérer avec la Cour. Et c'est pour cette étape-ci, même qu'il n'y a aucune relation entre ce pays et les crimes qui sont accusés en relation de cette personne, cette étape-ci a aussi des obligations. Il n'y a pas une question de décision politique. Quels sont les cas qui sont inclus dans notre travail et quels sont les cas qui sont ne pas inclus? Le greffier souligne que la Cour pénale internationale est une organisation judiciaire et non politique. Elle poursuit toute personne auteur d'un crime commis dans un État ayant ratifié le statut de Rome.
Nous allons ouvrir la série des procès par cette affaire. Les habitués de la compagnie Ethiopian Airlines connaissent par cœur la clause inscrite sur les billets d'avion de la compagnie, je cite, « Celui qui perd son bagage sera payé par rapport au poids ». Fin de citation. Lucie Bampa, commerçante, oppose cette clause à la compagnie après la perte de son bagage de 35 kilos lors d'un voyage le 24 décembre dernier. La compagnie aérienne s'en défend et demande à Lucie Bampa de prouver qu'elle a réellement pris place à bord de son aéronef. Le dossier passe au tribunal de commerce de la Gombe, appelé à trancher sur cette question. Thérèse Massengo et Freddy Kamoina. Celui qui allègue les faits apporte les preuves. Madame Bampa prétend avoir pris place à bord d'un aéronef éthiopien. Elle ne le prouve pas. Lucie Bampa, commerçante, perd son bagage de 35 kg après un voyage effectué à bord de l'aéronef de la compagnie Ethiopian Airlines en décembre 2012. Après plusieurs démarches, sans succès auprès des services de cette compagnie au sujet de la non-exécution de la clause inscrite sur le billet qui dit que celui qui perd son bagage sera payé par rapport au poids. Conformément à cette clause, la commerçante se décide de saisir le tribunal de commerce pour réclamer son bagage et les paiements des dommages et intérêts pour le préjudice que Ethiopian Airlines lui a causé. Pour prouver ces allégations, la partie demanderesse brandit un billet d'avion et un ticket de bagage que la compagnie lui aurait remis. Madame Bampa vous dit qu'elle est commerçante. Elle n'avait pas qu'un seul colis. Elle avait plusieurs colis. Un colis de 85 kilos. Ma cliente, Bampa, Meng et Lucie, elle est opposée à la société Ethiopian Airlines. Elle a perdu ses bagages lors d'un voyage effectué l'année dernière, à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc c'est un procès habituel où les passagers des sociétés aériennes qui perdent leurs bagages, et elles viennent en réclamation de la restitution de ce bagage ou soit de l'indemnisation. Nous attendons du tribunal qu'ils disent le droit. La partie défenderesse Ethiopian Airlines précise qu'un simple billet ne peut pas prouver qu'elle a pris place à bord de l'aéronef. Elle doit par conséquent apporter la souche de bagages et la carte d'accès à bord de l'aéronef qui porte les indications sur les trajets et le nombre de bagages ainsi que leur poids. Le fait de produire un billet d'avion électronique ne veut pas dire que l'on a pris place à bord. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend place à bord, cette carte d'accès à bord comporte des indications claires. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal d'établir la responsabilité de la perte de bagages à charge des Ethiopian Airlines par le fait que le billet atteste que Bampa a réellement effectué ce voyage. Dire recevable et fonder l'action de Bampa et lui accorder les dommages et intérêts. Après plaidoirie et avis du ministère public, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. 52 000 $ américains et 1 million de francs congolais versés dans les caisses de Ecobank par la compagnie DHL pour ces syndicalistes ont disparu des caisses de la banque. La caissière en poste sur ce compte paye le prix de cette défaillance. Rosine Bikaï a été condamnée au tripé Gombe à 12 mois de prison pour abus de confiance et destruction des chèques. Et oui, les avocats d'Ecobank ont aussi brandi au tribunal de paix des chèques encaissés 2 fois par l'ancienne caissière de la banque. Non satisfaite de cette décision, la partie prévenue va en appel. Ses avocats soutiennent que Rosine Bikaï a été victime d'une défaillance de l'organisation du travail au sein de la banque. Des précisions avec Thérèse Massengo et Diani Mouemé. La banque a laissé faire une personne non attitrée de faire les audits. Ecobank accuse sa caissière Rosine Bikaï d'avoir détourné et dissipé 52 000 $ américains et 1 million de francs congolais que DHL avait versés pour le compte de ses syndicalistes ainsi que pour la destruction méchante des chèques. Le jugement rendu au premier degré au tribunal de paix de Gombe condamne Rosine à 12 mois de prison. Non satisfaite, celle-ci interjecte appel contre ce jugement au tribunal de grande instance de la Gombe. Ses avocats conseils soutiennent que Rosine a été victime de la défaillance de l'organisation du travail à l'Ecobank.
Pour la partie appelante, ce manque à gagner doit être mis à charge de l'auditeur Thierry Milongo qui a usé d'une fausse qualité d'auditeur de la banque. Notre cliente Rosine Mbikaï est poursuivie pour abus de confiance et destruction des chèques. Nous attendons du tribunal l'acquittement pur et simple de notre cliente par le fait que la partie civile qui est l'Ecobank n'a pas pu démontrer devant le tribunal que réellement notre cliente a bien détourné de l'argent et a détruit les chèques. L'avocat conseil de l'Ecobank confirme que l'ex-employé de l'Ecobank, pendant son service, aurait reconnu sur procès-verbal avoir dissipé une certaine somme d'argent et détruit certaines preuves pour effacer les traces de son forfait. La partie Ecobank sollicite du tribunal de reconduire l'œuvre du premier juge, mais aussi de revoir à la hausse les dommages et intérêts. Ma cliente qui est Ecobank a été victime d'un certain nombre de faits commis par mademoiselle Rosine Mbikaï. Donc ce que nous attendons de ces juges d'appel, c'est de reconduire l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne bien entendu les dommages et intérêts. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal la confirmation de l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Les associés de la société Mecom Plus s'entre-déchirent au sujet d'une assemblée générale convoquée par un des leurs, bien que déjà publiée au journal officiel. Les avocats de Michel Priters, associé minoritaire, accusent José Antonio da Costa, associé majoritaire, de faux en écriture pour avoir falsifié une assemblée générale tenue par les autres associés, laquelle avait pour ordre du jour le rachat des parts sociales de l'associé majoritaire. Les avocats conseillent de José Antonio da Costa, associé majoritaire, attaque cette assemblée car, disent-ils, elle est irrégulière. Des précisions avec Thérèse Massengo et Diani Mouemé. Tout est parti d'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2012 convoquée par Priters Michel Georges, ex-associé dans la société Mecom Plus, en vue de récupérer ses parts cédées auparavant aux autres associés depuis le 20 octobre 2008 pour motif qu'ils n'arrivent pas à libérer leurs parts. Cette assemblée générale avait comme objectif principal la prise en compte de contre-lettres signées entre parties qui octroient à Michel Priters le statut d'associé majoritaire de la dite société avec 50% des parts. José Antonio da Costa, associé majoritaire, mécontent de cette assemblée générale extraordinaire convoquée à son insu, change de débat, accuse son associé d'avoir soutiré illégalement une réquisition d'informations au sujet d'une autre affaire pénale au parquet général de la République, sans l'autorisation du procureur général de la République. Nous avons eu à examiner et démontrer au tribunal que l'acte que mon client a eu à communiquer à la partie citante n'était pas un acte faux, c'est un acte vrai. Les avocats de Michel Priters accusent aussi Antonio da Costa d'avoir falsifié l'Assemblée générale extraordinaire publiée au journal officiel. Ils demandent au tribunal la condamnation de José Antonio da Costa, l'associé, aux peines prévues par la loi pour l'infraction de faux en écriture. Il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire fausse et d'un acte notarié faux. Et ce sont ces fausses pièces qui ont été attaquées par mon client dans l'action RPE 124. Le ministère public demande au tribunal d'établir en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture à charge de José Antonio da Costa pour avoir falsifié l'Assemblée générale extraordinaire pourtant reçue du journal officiel et d'acquitter Michel Priters de l'accusation de faux portée contre lui, car le fait de ne pas avoir l'autorisation du procureur pour lever copie d'une réquisition selon le ministère public ne constitue pas l'infraction de faux en écriture. José Antonio, mécontent de l'avis du ministère public, démontre au tribunal qu'il n'a pas falsifié cette assemblée générale extraordinaire, mais il l'a reçue du journal officiel. Vous avez dit, je ne l'ai pas fabriqué. Ce document était retiré du journal officiel. Et je demande à la Cour s'il peut envoyer quelqu'un au journal officiel pour constater ce document.
s'était tiré par un conseiller. Le tribunal prend acte et promet de se prononcer dans le délai fixé par la loi. Dans le reste de l'actualité judiciaire, deux parties se disputent une parcelle située sur la 13e rue industrielle dans la commune de Limete. La partie demanderesse Ngunza Issama Jules brandit un contrat de location obtenu depuis 1988. Son adversaire, l'Asbel témoin de Jéhovah, partie défenderesse, sollicite du tribunal le rejet de la présente cause pour défaut de qualité dans les chefs de la partie demanderesse. L'affaire est pendante au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, Doramazol et Diani Moueme. Le demandeur Ngunza Issama Jules saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour obtenir le déguerpissement de l'Asbel témoin de Jéhovah qui occupe sa parcelle située sur 13e rue industrielle portant le numéro cadastral numéro 70 dans la commune de Limete depuis le 19 janvier 1998. Il brandit pour cela un contrat de location conclu depuis le 3 mars 1988 avec l'État congolais et un jugement du tribunal de grande instance de Matete qui le confirme comme propriétaire de la dite parcelle. Le demandeur Ngunza Issama sollicite donc du tribunal la destruction de toutes les constructions érigées dans la parcelle querellée et le paiement d'une somme de $300 000 à titre de dommages et intérêts. Nous attendons du tribunal que le tribunal rende la décision en ordonnant le déguerpissement de l'Asbel témoin de Jéhovah ainsi que la destruction de toutes les constructions qui sont érigées dans la parcelle de mon client. Des arguments rejetés en bloc par la partie défenderesse, l'Asbel témoin de Jéhovah, qui sollicite du tribunal l'irrecevabilité de la présente action pour défaut de qualité dans le chef du demandeur. Selon elle, les documents fournis par la partie Ngunza Issama ont été annulés dans plusieurs juridictions. Le demandeur n'a rien. Ce qu'il a produit, ce sont des documents qui ont déjà été annulés par cette juridiction et les juridictions supérieures et que leur prétention de fausseté de ces décisions a été prouvée en ce que non seulement nous avons produit ces décisions, mais il y a aussi le bulletin des arrêts de la Cour suprême qui reconnaît l'existence et l'autorité des décisions sur base desquelles aujourd'hui les témoins de Jéhovah occupent ces terrains. Après avoir entendu les deux parties, l'organe de la loi donne son avis sur le banc en faveur de la partie défenderesse Asbel témoin de Jéhovah et demande au tribunal de retenir le défaut de qualité de la partie demanderesse. Par conséquent, qu'il plaise à votre tribunal de déclarer cette action irrécevable pour tous les motifs fondés, pour tous les motifs que nous venons d'évoquer. Il faut dire les défauts de qualité, défauts d'intérêt et en application aussi des principes de non bis in idem. Après les plaidoiries, le tribunal a pris la cause en délibéré pour rendre son verdict le 24 juillet 2013. Je vous le disais dans les titres, ayant souscrit individuellement à travers leur syndicat pour acquérir des Jeep Landmark, les ex-magistrats révoqués depuis 2009 exigent à la société Congo Motors de leur restituer leur argent. Le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a déjà tranché sur cette question en faveur des 36 magistrats qui ont initié l'action. Congo Motors doit à ces magistrats $150 000 américains retenus pendant 15 mois sur leur salaire et le paiement des dommages et intérêts de $600 000 américains. Aujourd'hui encore, c'est une affaire de plus qui reste pendante, faute d'exécution. Congo Motors, selon nos informations, parle de défaut de qualité de la part des demandeurs et veut traiter avec le syndicat des magistrats avec qui il a conclu au départ. Je vous propose de suivre cet entretien avec le rapporteur du collectif des magistrats révoqués, Alidor Kabambi. Il est interrogé par Dora Mazol, Freddy Kamwena. Cette opération a fait du chemin. On nous a coupé pratiquement $400 chaque mois pour donner à Congo Motors. Mais nous, quand nous sommes sortis du corps, quand on nous a révoqués, nous n'avons eu ni le remboursement de notre argent, ni le véhicule eux-mêmes. Et nous sommes actuellement en procès contre la société Landmark qui nous a pratiquement tourné en dérision parce que nous n'avons pas eu ni le remboursement de notre argent, ni le véhicule en question. Mais ce Libanais n'a jamais voulu restituer l'argent. Il nous a donné $500 chacun de ceux qui étaient concernés, dont la plupart, parce que ce n'était pas tout le monde. Nous avons bénéficié de $500 au mois de décembre.
Mais depuis ces $500 en 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons saisi les comptes de ces Libanais, mais le monsieur a utilisé le compte comme si de rien n'était. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu notre argent. Et nous sommes en procès, le procès est même presque fini, mais c'est la phase d'exécution qui nous fait problème. Le juge nous a octroyé environ $158 000. Ça, c'est notre argent, les mises. Et il a condamné Congo Motors à nous payer $600 000. Mais ce sont nos collègues, les Sibou et les autres qui étaient derrière Congo Motors pour l'entêter à nous restituer notre argent. En disant particulièrement Sibou que je connais, que j'ai vu, en prétendant que si on nous payait notre argent, l'affaire capoterait. Mais ça devait capoter comment? Vous devez faire l'affaire avec l'argent d'autrui. La controverse au sujet de cette opération de souscription par les magistrats pour l'obtention des Jeep Landmark soulève un réel questionnement sur le train de vie des magistrats quand on sait que le plus gradé touche moins de 800 000 francs congolais, équivalent à près de $900 américains. Pour ce projet, Congo Motors devait retenir à la source $400 sur le salaire de chaque magistrat. Certains magistrats, à cause de cette opération, étaient obligés de vivre au-dessus de leurs moyens car asphyxiés à cause de cette opération. Le journal judiciaire, dans ses précédentes éditions, a évoqué la question avec le président du syndicat autonome des magistrats du Congo. Sambaï Mutenda était en son temps très tranchant sur cette question. Je vous propose de le suivre. Permettez que je vous dise toute la vérité là-dessus. Le gouvernement n'a jamais acheté une seule Jeep à un magistrat. Les magistrats se sont cotisés, ils ont versé l'argent à ceux qui ont lancé cette opération-là. Vous connaissez le syndicat qui a lancé cette opération. Les magistrats ont cotisé. Et si je vous dis que parmi ceux qui ont cotisé, il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais reçu ces Jeeps-là, vous n'allez pas croire, mais c'est ça la vérité. Monsieur Sambaï, vous dites que le magistrat n'est pas bien payé, mais c'est le même magistrat qui accepte de cotiser pour acheter une Jeep. Après, il faudra acheter du carburant. Après, il faut entretenir cette voiture, cette Jeep. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aux magistrats aussi? Les magistrats eux-mêmes essaient de vivre au-dessus de leurs moyens et puis cherchent à se faire mais je vous ai dit, mais je vous dis que c'est là que se trouve la faute du gouvernement. Et je vous ai dit que la corruption dans ce pays... On n'a jamais forcé aux magistrats de souscrire, vous le savez. Non, on n'a jamais forcé les magistrats de souscrire, mais on a mis les magistrats dans les conditions, soit de se servir, soit de ne pas se servir. Et c'est cela que nous voulons voir évacuer. Aujourd'hui, là, le revenu est reparti de manière très inéquitable. Vous avez la présidence à tout, le gouvernement à tout, le Parlement à tout. Mais les autres... Parce que les magistrats ont démontré qu'ils peuvent se payer eux-mêmes à la source, alors pourquoi forcer les choses? C'est un état d'esprit qui a été créé par le gouvernement pour pouvoir profiter de l'immunité, tout simplement. Ça, c'est la politique étatique. Ici, on a fait des magistrats de nécessité, ce qui les pousse à chercher des moyens de survie. C'est bien malheureux que je parle de la corruption de cette manière-là, mais c'est là la vérité.